Voilà, les paroles sont faites. Vous pouvez les chanter. Je n'ai pas osé dire que dans ma poche j'avais aussi plus ou moins écrit quelque chose. Et aussitôt je les ai chantés, ça a collé merveilleusement, ça a entré dans la musique et à ce moment-là, le chant des partisans est né. Quand je suis rentré à Paris, j'ai eu un florilège de 20 chansons de la Résistance, avec Paris est à nous, tu appartiens au lendemain, etc. Mais le sifflet, la marche des partisans, le chant de la libération, le chant des partisans, tout cela, c'était cette chanson qui est devenue l'hymne de la Résistance, mais elle l'est devenue parce que personne ne l'a poussée, personne n'a essayé de l'imposer. Elle a été prise par le terroir, par les Français, par les maquisards, et elle a volé de ses propres ailes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un tas d'histoires intéressantes et tristes et lugubres et même joyeuses, enfin qui se rapportent au moment où on chante ce chant des partisans, des conditions extraordinaires. D'abord, naturellement, effrayante parce que c'était encore sous la botte ennemie, et puis après la liberté et la libération de Paris. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Des pays où les gens au creux du lit font des rêves. La complainte du partisan est une autre histoire de la guerre. Je l'appelle la cousine du chant des partisans parce qu'elles allaient de pair. C'était l'hiver, je pensais toujours à la France, j'écrivais des chansons, mais à ce moment-là, j'ai fredonné la complainte, qui n'était pas la complainte, mais qui était quelque chose de nostalgique en pensant à la France, qui était la 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 la. Un genre de mélodie qui vous emporte. Vous savez, c'est quelque chose qui vous... une rengaine, une véritable rengaine, mais qui vous prend. Et alors là, naturellement, je ne faisais pas attention, je ne pensais pas à lui donner des paroles précisément, mais après, lorsque j'ai rencontré Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Emmanuel a été très impressionné par cette complainte et par cette mélodie qui n'avait pas de paroles. Alors là, il a commencé à mettre les siennes. Puis de nouveau, nous nous sommes rencontrés avec les amis. Elle était lancinante, ça prenait. Chacun y mettait une phrase, chacun y ajoutait du sien. Moi aussi, j'ai un peu... Mais en tous les cas, elle est née sous la plume. C'est Emmanuel d'Astier de la Vigerie qui l'a formée et qui a créé les paroles, même si elles ont été un peu prises de l'un et de l'autre, etc. Parce que ce sont des idées, des pensées très marquées de ce qui se passait en France. Ça ne pouvait pas ne pas réveiller en chacun une phrase ou une idée. Ça ne pouvait pas être un poème auquel on prend une plume et on commence à écrire, n'est-ce pas? C'était quelque chose, c'était une union générale que Emmanuel d'Astier a finalisé. Et alors là, c'était la complainte du partisan que je chantais aussi dans mon répertoire et qui plaisait beaucoup et qui emportait les gens, qui fascinait. Elle a quelque chose de fascinant, de lancinant. Et les paroles sont très belles et très vraies. Donc Emmanuel d'Astier de la Vigerie, dans la Résistance, puisqu'il était très actif en France, il avait le pseudonyme de Bernard. Un soir à dîner en 1945, chez Henri Freinet, il habitait un appartement, il venait d'être ministre des prisonniers et déportés. Nous dînions ensemble dans son appartement à côté de l'avenue Mozart, et à minuit, la sonnette sonne. Il va ouvrir, c'est François de la Roche-Brochard qui apparaît, absolument crotté, avec embout, avec des bottes, dans un état pitoyable, les cheveux en eau, enfin dans un état affreux. Et il nous dit, complètement hagard, nous venons de découvrir le camp de Dachau. Dachau, Dachau.
Il s'assoit, on lui donne quelque chose à boire, enfin pour qu'il se remette. On parle, ils racontent toutes les horreurs qu'ils ont vues, les squelettes alignés, les gens mourants, Et alors à ce moment-là, j'ai pris la